Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de l'annuaire QVT. On va commencer doucement pour que tout le monde arrive à 13h30, encore l'heure du café. Peut-être que certains viennent de finir de manger ou sont encore en train de manger devant leur ordinateur. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Donc, je vous laisse arriver tout doucement. Vous verrez, vous avez un chat qui est à votre disposition à droite. On peut se faire un petit coucou. Je vois déjà que José nous souhaite un petit bonjour. Merci. Et merci de préciser d'où vous venez, José de Rouen. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui, déjà je vais me présenter, Sonia Rive, quoique certains diront on ne la présente plus avec le nombre de webinaires maintenant qui sont à mon actif. Donc, je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT, qui est un réseau de professionnels de confiance dans la sphère de la qualité de vie au travail. Et donc, toutes les 2 semaines, l'annuaire QVT propose un webinaire et aujourd'hui, on a choisi le sujet de l'éco-transformabilité ou comment inscrire l'entreprise dans un cercle vertueux. Et j'insiste sur le vert. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Emeric Guégan, qui est directeur RSE sécurité ferroviaire à Colas Rail, mais pas que. Bonjour. On a Carole Duniac, qui est la cofondatrice de Team et membre de l'annuaire QVT. Et on a aussi Alexis Kless qui est ici avec nous aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole, vous inquiétez pas, je file vite sur l'introduction et je vous laisse prendre place dans ce webinaire. On est là ensemble pendant 1 heure, donc mettez-vous à l'aise et tout de suite, je vous énonce quelques règles avant de commencer parce que comme au tennis, forcément, la petite référence à Roland-Garros, elle était facile, là. Il y a des règles. Donc, vos micros, chers participants, sont coupés, vos vidéos également. Ça permet, nous, de gagner un peu en bande passante et on en a besoin quand on n'a pas encore la fibre chez soi. Un petit clin d'œil pour moi et là où je vis, au fin fond des Pyrénées-Atlantiques. Donc, vos vidéos et micro coupé. Par contre, vous avez le chat, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, comme je vous le disais, sur le chat. Et ça nous permet, en fait, d'animer un petit peu le webinaire. Et si vous avez des questions pendant les échanges qui vont arriver, n'hésitez pas à les poser au cours des échanges. Par contre, on ne va pas s'arrêter répondre à votre question en direct. Par contre, je vous assure que je garde 10 à 15 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions en direct. Donc, allez-y, utilisez cet outil parce qu'on vous lit et on répondra et on interagira. Donc, si c'est OK pour tout le monde, on y va. Vous nous laissez un petit OK dans le chat. Allez, je joue le jeu, je le fais avec vous parce que c'est OK pour moi. Et si tout le monde est OK, on y va, c'est parti. On va se lancer sur le sujet de l'éco-transformabilité. J'entends un petit ding chez un de nos intervenants. Si vous avez vos notifications ouvertes et les micros ouverts, n'hésitez pas. Non, alors j'avoue, c'est moi, c'est juste la tasse qui a tapé. Ah, celle-là, on l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir encore, celle-ci. Non, on l'avait pas vu, celle-là. Éloignez les cafés. Donc, c'est parti sur le sujet de l'éco-transformabilité ou comment inscrire l'entreprise dans un cercle vertueux. C'est un sujet qui me tenait énormément à cœur. Amoureuse de la nature et très observatrice aussi de ce qui se passe dans mon jardin. J'ai toujours aimé ça et j'accompagne, je suis en relation beaucoup avec des entreprises qui s'intéressent à la thématique RSE. Donc, c'était un sujet qui me tenait à cœur et j'ai réuni nos superbes intervenants du jour pour parler de cette thématique avec moi. Je vais leur laisser maintenant la parole pour se présenter. Alors, qui d'entre vous veut se lancer, sachant que l'exercice n'est pas si simple parce qu'on a 1 minute 30 chacun pour se présenter. Petite dernière parenthèse, je vais être la maître du temps sur ce webinaire. Donc, attention, je vérifierai les temps de parole de chacun et j'hésiterai pas, navré, à vous couper si vous déportez un petit peu trop. Mais allons-y, c'est parti. Qui prend la parole? Allez. Je veux bien la prendre. Allez, c'est parti, Alexis. J'allais dire, sinon on le fera par ordre alphabétique et tu vois, c'est tombé juste. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexis Kless. Mon
mon parcours en 2 mots, c'est que j'ai été développeur économique territorial pendant plus de 20 ans. Donc, mon rôle, c'était vraiment sur des territoires donnés, accompagner le développement, la création et le développement d'entreprises sur un territoire. Et naturellement, j'utilisais beaucoup de mots bio-inspirés dans mon vocabulaire. Effectivement, je parlais d'écosystème, je parlais de pépinière, je parlais de croissance, voilà. Et naturellement, en fait, j'ai passé le miroir et je suis allé voir ce qui se passe dans la nature. Et j'ai retrouvé énormément d'inspiration justement pour continuer et créer mon entreprise qui s'appelle Agissez maintenant, qui est je fais du conseil en entrepreneuriat bio-inspiré. Et effectivement, aujourd'hui, j'accompagne en allant chercher les exemples pour accélérer les prises de conscience de mes clients, des exemples dans la nature. Et j'ai aussi cofondé un événement qui s'appelle Émerveillement matinal, qui est un événement à 8h du matin qui permet finalement de faire les parallèles entre le monde des araignées et le monde du commercial, entre le monde de effectivement la communication dans la rue et la communication virale autour d'un produit. Et en fait, à chaque fois, on me prend pour un fou. Et à chaque fois, en fait, ça a énormément de sens et on apprend plein de choses. Voilà. Merci Alexis. Et d'ailleurs, on laissera à la fin du webinaire le lien de Émerveillement matinal. Je pense que ça peut intéresser beaucoup des participants aujourd'hui. Ok. Il me semble que tu as une chaîne Il y a YouTube, une chaîne YouTube là-dessus. qui s'appelle Émerveillement matinal. Je la mettrai dans le chat si vous voulez. Super, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être prendre la main par rapport à l'ordre alphabétique. Et ben voilà. Donc, je suis Aymeric Guégan. Donc, moi, j'ai 18 ans de groupe Colas. Donc, j'ai travaillé d'abord route, bâtiment, déconstruction, génie civil dans les filières juridiques, assurance et contract management. Et depuis 8 ans, je travaille chez Colas Rail, qui est une société du groupe Colas qui construit et maintient des infrastructures ferroviaires dans 23 pays à présent dans le monde, qui représentent à peu près 5600 collaborateurs. Et j'occupe la fonction de directeur RSE, directeur sécurité ferroviaire et directeur des organismes de formation du groupe Colas Rail. Merci Aymeric, d'avoir précisé une de tes casquettes, parce qu'il me semble qu'il y en a quand même d'autres qu'on laisse un petit peu de côté pour rentrer dans l'exercice d'1 minute 30 de présentation, n'est-ce pas? On en découvrira, je pense, un peu plus quand même après. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Carole. Je te laisse la parole. Merci. Carole Vignac, je suis cofondatrice de Team. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi Team, mais mon parcours, c'est un parcours conseil, comme on le connaît, mais avec toujours cette orientation psychosociologique des organisations et la compréhension d'une approche vraiment systémique et en quoi l'organisation s'inscrit dans un système. Donc, on voit que ça fait écho, donc un parcours conseil depuis plus de 20 ans avec des métiers qui ont évolué autour de ça. Mais surtout, ce que j'allais dire, c'est que mon métier, il est passé de l'accompagnement des transformations en organisation à l'accompagnement des transformabilités, donc la capacité de l'organisation à mieux vivre ces changements. Et on sait qu'on en vit beaucoup en ce moment, à la capacité à accompagner l'éco-transformabilité. Voilà. Team, c'est de placer l'humain au centre. Et bon, vous comprendrez le lien tout à l'heure, mais au centre de l'écosystème, au centre de l'organisation. Mais si l'organisation elle-même ne réfléchit pas à ce qui se passe autour, ça commence à poser un problème et on est en perte de sens. Donc voilà, c'est vraiment cette vision et cette approche méta qu'on a voulu développer chez Team et cette sensibilisation au sein des organisations. Merci Carole. Voilà, rien qu'en vous écoutant dans vos présentations de chacun, je me dis bon, le choix des 3 intervenants n'est pas pour rien, il est très complémentaire et je pense qu'on va pas mal pouvoir se répondre les uns aux autres. Mais sans plus attendre, en fait, Carole, je n'ai même pas besoin de transition parce que j'ai tout de suite envie de te poser la question par rapport à la présentation que tu viens de faire. Tu nous as parlé de transformation des entreprises, de transformabilité. Maintenant, on parle d'éco-transformabilité. De quoi parle-t-on finalement? Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus ces termes et vraiment pour nos participants aujourd'hui, un peu plus définir cette notion d'éco-transformabilité? Oui, très bien. En fait, quand on parle de
transformabilité, déjà, c'était vraiment cette capacité de l'organisation et des femmes et des hommes à mieux vivre ces changements. Vous l'avez tous vécu dans vos sphères professionnelles, mais même personnelles, ce mouvement perpétuel qu'on vit tous. Et donc, l'éco, pour moi, transformabilité, c'est vraiment réfléchir, ok, il se passe des choses, je suis en train de vivre des transformations, mais comment je les fais, comment je les pense différemment. Et tu parlais de vertueux. Pour moi, dans l'éco-transformabilité, on ne parle pas que d'écologie pure et dure au sens vert du terme. C'est plutôt quel impact positif je vais avoir. Et pour moi, c'est un triptyque entre mon orientation business, je vous parle entreprise pour les organisations, parce qu'à un moment donné, c'est quand même le nerf de la guerre, l'organisation et l'humain, et l'impact écologique que je vais avoir. Et c'est bien ce triptyque, pour moi, qui fait l'éco-transformabilité des entreprises, parce qu'au final, si je ne pense pas à l'homme qui est dans une organisation, qui est dans un système et qui est sur la planète, alors ça n'a pas de sens. C'est la définition que j'ai envie de vous en faire. Après, je vais laisser la parole. Je ne sais pas si vous avez… C'est vrai qu'on parle aussi, c'est une notion qui est un petit peu à la mode ces derniers temps. Et quand on parle de transformation durable, etc., on ne parle pas forcément que du volet environnemental, mais on parle aussi d'économie de soi, par exemple, d'économie de sa propre énergie. Ouais. On parle d'écologie humaine aujourd'hui, qui sont des mouvements, mais qui pareil, pris seul, ont peu de sens, en fait. C'est vraiment, le tout doit être pris dans un système. Et effectivement, si nous, notre métier, c'est d'accompagner les femmes et les hommes à mieux vivre ces moments-là, si je m'intéresse à ça, mais que l'organisation derrière, elle fait n'importe quoi en termes d'impact, ça n'a pas trop de sens, en fait. Si après, quand je sors et qu'à côté de ça, rien n'est équilibré, d'un point de vue ni écologie humaine, ça perd de son sens et de sa valeur. Donc, on est vraiment sur tous les niveaux, finalement. Oui. Et dans un but d'écologie de la planète, est-ce que je vous pose la question à tous les trois, là, justement, parce qu'elle me vient comme ça. Est-ce que vous pensez que l'élément déclencheur, c'est vraiment cet effet d'urgence climatique, parce que c'est quand même ce qui motive beaucoup les entreprises aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui pourraient déclencher cette envie d'entrer dans des démarches d'éco-transformabilité? Je ne sais pas si vous avez une… Moi, je peux tenter de répondre à cette question. Oui. D'accord, Aymeric. Ce que je constate, en tout cas, dans mon organisation, comme des échanges que j'ai avec d'autres métiers que le métier du ferroviaire, en fait, tout est basé sur les émotions. Quelles sont les émotions aujourd'hui pour pouvoir conduire un changement? Donc, on peut avoir des émotions, oui, effectivement, sur de la thématique écologie, donc ça peut être de l'envie comme de la crainte, mais il peut y avoir de l'émotion aussi sur des questions plus sur l'humain. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore envie de voir des gens dans la rue sans toit? Est-ce qu'on doit se protéger les uns et les autres de la Covid? Donc, c'est vraiment des thématiques qui sont très larges. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément l'écologie, c'est plutôt le souci de l'autre. D'accord. Les émotions des gens. D'accord. Alors, oui, Alexis? Comme on est tous les trois vivement très complémentaires, moi, j'apporterai un autre éclairage. Je pense que, c'est ce que je vis en étant en contact d'entreprises, notamment dans l'industrie. Ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a un contexte, un peu un enchaînement de crises. Il y a eu le Covid, ensuite il y a eu la crise logistique vis-à-vis de la Chine, et maintenant il y a la crise avec l'Ukraine, et qui fait qu'il y a une inflation qui est dans certains milieux industriels, c'est flagrant, et ce qui fait que ça crée une tension, en fait. Et donc, face à cette tension, soit effectivement, on se dit, finalement, on attend que ça aille mieux, soit on réfléchit à comment faire autrement. Et pour moi, alors, l'éco-transformabilité, l'enjeu, c'est aussi de voir s'il n'y a pas moyen avec le bon sens, de faire autrement et pour le bien de tout le monde. Voilà. Et puis, dans ce que tu dis aussi, Alexis, je pense, et c'est de ne pas subir, en fait, d'être acteur de ça, et qui a un changement quand même de paradigme
assez fort par rapport à tout ça. Justement, c'est une question sur laquelle on va vraiment s'arrêter un peu plus tard dans le webinaire sur ce qui crée justement cet engagement-là dans cette thématique-là. Aymeric, justement, comment on peut le mettre en œuvre vraiment dans l'entreprise? Je pense que ça intéresse aussi beaucoup les participants de savoir comment ça se traduit vraiment au sein d'un si important écosystème qui est Colas Rail. Nous, déjà, on est parti sur un projet qui est un projet encore plus large que Colas Rail, qui est un projet du groupe Colas, qui s'appelle le projet Act and Commit Together, où on a des piliers de transformation de notre entreprise. Ensuite, on est venu compléter ça, nous, chez Colas Rail, par ce qu'on appelle une analyse de matérialité. En fait, c'est une enquête auprès de nos parties prenantes qui sont nos clients, nos maîtres d'œuvre, nos fournisseurs, nos salariés, nos actionnaires, où on est allé leur demander finalement de classer l'importance pour eux sur tel ou tel thème. Donc, on a établi chez Colas Rail une liste de 14 enjeux principaux et on l'a soumis à nos parties prenantes qui sont allées pondérer finalement l'importance de ces thématiques et quelle est la maturité de Colas Rail sur ces thématiques. Et en fonction, on décide des actions justement pour répondre au plus grand nombre. Et c'est, comme le disait tout à l'heure Carole, c'est bien évidemment orienté business, puisque pour avoir une entreprise durable, il faut effectivement arriver à concilier les intérêts de toutes ces parties prenantes. Il ne faut pas uniquement le client, il faut aussi satisfaire les salariés pour pouvoir délivrer les chantiers convenablement pour nos clients, nos fournisseurs qui doivent se mettre aussi dans cet élan. Et du coup, on a beaucoup d'exemples terrain chez Colas Rail en ce sens, qui sont issus de ce projet. Donc, pour illustrer, si on parle effectivement de tout ce qui est un peu vert, puisque c'est le thème de ce webinaire, on est allé chez Colas effectivement imposer aujourd'hui des véhicules électriques et petit à petit sur l'intégralité des engins de Colas Rail, on va sur des modèles de carburant, d'énergie beaucoup plus propre que ce qui n'était fait auparavant. On est allé planter des arbres aussi sur la planète pour sensibiliser nos collaborateurs. Chaque recrutement est égal 10 arbres plantés sur la planète pour montrer qu'on peut aussi développer des modèles vertueux. Voilà, c'est des exemples comme ça où on travaille beaucoup sur, par rapport aux attentes de nos parties prenantes, comment y répondre. Oui, d'accord. Et ça, j'imagine que c'est une minime poignée d'exemples que vous pouvez mettre en place parce qu'au final, ça se joue à tous les niveaux de l'entreprise, aussi bien peut-être sur la partie achat. Exactement. Où on a la chaîne de valeur plus responsable, où on a des critères RSE à présent dans nos consultations de nos fournisseurs. On a fait même un salon qui a réuni nos principaux fournisseurs mondiaux pour travailler avec eux sur des alternatives éco-responsables qui s'appellent Carbon Fighter. Donc voilà, c'est effectivement, on pourrait passer des heures à vous parler de toutes les initiatives à l'échelle de notre groupe. On est quand même dans 23 pays différents. Donc chaque pays contribue de belle manière à ces enjeux. Merci Aymeric pour ces exemples très inspirants et effectivement si on veut aller creuser un peu plus loin, pourquoi pas une session numéro 2 sur justement une thématique un peu plus précise. Vous nous direz les participants si vous voulez qu'on renouvelle un petit peu ce type de format. Alexis, du coup, j'ai besoin d'avoir un éclairage d'une personne qui s'inspire de la nature pour savoir comment on retrouve ça justement dans un écosystème naturel et surtout comment on peut s'inspirer de ce qui se passe dans la nature pour le mettre en place dans l'entreprise. On a Aymeric qui nous a quand même parlé de différentes façons de fonctionner. Est-ce qu'on retrouve cette illustration dans la nature ? Et juste, si je peux me permettre, Alexis, si tu peux nous donner une toute petite définition en introduction de cette prise de parole-là, de ce qui est un écosystème naturel pour remettre un petit peu les choses au clair. Ok, j'allais même vous définir ce que c'est la bio-inspiration. Voilà, allons-y. La définition du CNRS, donc c'est observer la nature et observer et comprendre la nature pour mieux en répliquer le génie. Waouh, ok. Voilà. Pour mieux en répliquer le génie. Le génie. D'accord. Voilà.
Donc, effectivement, 4 milliards un laboratoire de 4 milliards d'années de R&D et avec des innovations incroyables, des collaborations interespèces fantastiques, ne serait-ce que voilà, entre certaines espèces de fourmis, certaines plantes, voilà, plein d'exemples incroyables. Des arbres qui marchent, voilà. Qu'est-ce que c'est un écosystème? Finalement, c'est assez simple. C'est marrant, je suis tombé sur une définition pour les enfants. Et c'est bien parce que c'est celle-là que je comprenais. Ça tombe bien. En fait, c'est simplement la rencontre entre un milieu et tous les êtres vivants qui vivent dans ce milieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion de limite. C'est-à-dire un milieu, c'est par exemple le désert ou alors la montagne. Voilà. Elle est délimitée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est en plaine, on n'est plus en montagne. Donc, il y a la question de la limite du territoire. Et ensuite, c'est tous les êtres vivants qui sont dans cet écosystème. Et l'écosystème, effectivement, l'analyse du écosystème, c'est l'analyse de toutes les relations qui vont exister. Et effectivement, l'intérêt d'analyser des écosystèmes, c'est que un écosystème, c'est pas uniquement comme on a dans nos têtes la loi de la jungle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un lieu à la fois de compétition, mais sur une base de coopération. Ou encore, ce qui est très intéressant par rapport à la coopération dans la nature, par exemple, moi, étant grenoblois, je m'intéresse pas mal à la montagne, eh bien, plus l'environnement, plus l'écosystème, plus les paramètres seront compliqués et difficiles, moins il y aura de ressources, moins il y aura d'oxygène, d'eau, une lumière plus importante, plus la coopération entre ses membres sera importante. Et je trouve que c'est très inspirant pour nos organisations et pour nos entreprises, c'est-à-dire que la coopération n'est pas automatique, elle vient encore plus fortement quand les conditions sont difficiles. Voilà. J'aurais plein de choses à dire, mais je me restreins. Pas évident ce challenge de devoir raccourcir au maximum, mais merci, je pense que ça a été assez clair pour tout le monde et ça permet justement d'inspirer et de peut-être aller creuser un peu plus. C'est une manière de planter des graines, si je me permets d'utiliser un peu le vocabulaire de ce système verdoyant. Donc, c'est vrai que ces écosystèmes, comme tu nous le disais, Alexis, fonctionnent bien ensemble dans la nature. Et forcément, Carole le reprécisait tout à l'heure, on a des entreprises, il faut que ça fonctionne. On se doit d'être quand même performant. Comment, et là je vais me tourner vers Aymeric, parce que justement, chez Colas Rail, vous avez déjà mis pas mal de choses en place. Comment, en fait, on peut s'assurer que cette éco-transformabilité et prendre en compte justement tout ce volet, je dirais RSE du coup chez vous, permet d'être performant? Est-ce qu'on peut vraiment évaluer que ces démarches sont performantes? Est-ce que vous avez des retours maintenant de ce que vous faites chez Colas Rail? Alors oui, bon, alors de tout temps, on a des retours, hein, parce qu'on s'est pas mis du jour au lendemain à la RSE, puisqu'auparavant, on avait la chance déjà d'être intégré dans des processus qualité qui globalement avoisinaient ce qui est aujourd'hui en cours. Maintenant, ça s'appelle RSE, mais dès lors qu'on travaillait sur l'environnement, sur les richesses humaines ou le potentiel humain, c'est de la RSE également. Donc, nous, on commence effectivement au moment des appels d'offres à réfléchir vraiment sur comment on pourrait améliorer dans notre réponse à l'appel d'offres notre impact social, notre impact environnemental. Donc, on a notamment désigné une personne en charge de l'énergie et du climat, Amélie Nolot chez nous, pour aller regarder ces thématiques, accompagner nos différents pays pour avoir des réponses à nos appels d'offres plus pertinentes. Et on s'aperçoit, et on a eu l'exemple dans un échange par exemple hier, que sur le Canada, sur la Côte d'Ivoire, sur le Panama, qui sont des pays très récents où nous sommes implantés, grâce à des variantes éco-responsables, on est arrivé à avoir des solutions financières
améliorer. Donc, faut pas croire que se mettre effectivement à un modèle vertueux engendre forcément une dépense financière plus importante que celle qui existait auparavant. Voilà, hier, nous avons eu 3 bons exemples de performance. Après, au niveau social aussi, on s'aperçoit que aider les quartiers prioritaires de politique de la ville chez Colas Rail, on est vraiment très, très investi dans l'économie sociale et solidaire chez Colas Rail. On arrive aussi à avoir de très bonnes performances en termes de dispositifs de formation, de financement de la formation, notamment en France. Donc, c'est aussi un bel indicateur qu'il faut se lancer dans ce type-là de démarche puisque ça engendre du profit. J'ai fait exactement l'erreur que je vous avais dit tout à l'heure. J'ai coupé mon micro et j'ai commencé à parler avec le micro fermé. Voilà. Merci Aymeric. Et justement, ça me rappelle une de nos discussions qu'on avait eues justement sur ce volet aussi formation. Et ça me permet de remettre en fait que très bien, on va chercher la performance de l'entreprise grâce à ce système-là, mais au-delà aussi. Et ça me rappelle en fait une question qu'on avait abordée sur le fait qu'il faut former aussi des personnes qui vont s'en aller de l'entreprise derrière. Et donc, on est acteur d'un système plus global, du système de l'emploi et de l'entreprise au sens plus large. Et il faut se décoller un peu de cet ego de vouloir garder tout sous notre peut-être cloche. Et qu'en fait, vous êtes aussi acteur d'une performance au niveau plus global. On a plus de 80% des personnes qui sortent de la formation Campus Faire, qui est une formation, enfin un organisme de formation Colas Rail, qui font partie aujourd'hui de nos concurrents. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est un bel exemple aussi d'humilité et de montrer que voilà, on est acteur de la filière. Et même peut-être plus encore. Tout à fait. Merci. Du coup, Alexis, comment on peut parler de performance? Comment un écosystème, on peut le nommer, on peut dire qu'un écosystème naturel est performant? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus au niveau de ce qui se passe dans la nature? En fait, déjà pour revenir par rapport à ce qui a été dit par Aymeric, mais c'est que je trouve ça très inspirant, le fait qu'une entreprise finalement contribue et essaime. J'ai bossé chez Schneider Electric et il y avait un service d'essaimage très important. Et en fait, c'est-à-dire que les entreprises ont une responsabilité et le fait qu'elles développent l'employabilité de leurs salariés, c'est pas antinomique avec justement leur durabilité et leur vitalité. Et du coup, on arrive à la performance, c'est-à-dire que finalement, œuvrer à un développement économique durable, c'est aussi œuvrer à un environnement économique durable. Donc, œuvrer pour moi, qui suis donc à la base un développeur économique et qui, en fait, moi aujourd'hui, mon travail pour accompagner les entreprises, j'œuvre pas pour que par mes actions tout se fasse comme j'ai prévu. J'œuvre pour créer un environnement favorable. Voilà. Et du coup, je recoupe avec ce que disait aussi Carole, c'est-à-dire développer une écologie humaine, développer des relations. Et là, du coup, ça va me permettre de parler des abeilles. Un des intervenants de nos événements disait que le succès d'une ruche, c'est la qualité et l'intensité et la qualité des liens entre ses membres. Je trouve que c'est une magnifique définition de l'enjeu de la performance d'entreprise, c'est que finalement, que ce soit vivant, que les flux passent, que les gens communiquent, que les gens se fassent confiance. Et là, voilà, c'est ce que moi je cherche voilà, dans les projets que je développe. Ça vous parle? Oui, et j'aimerais bien peut-être approfondir aussi avec cette notion de performance, Alexis, sur un exemple que tu m'avais donné lors de nos dernières discussions et que j'ai trouvé aussi très parlant sur le fait que la performance, en fait, se traduit par la motivation, ce qui motive finalement les équipes à grandir. Et plus on va être motivé, plus on va être performant. Et tu m'avais donné cet exemple d'un arbre. Qu'est-ce qu'il a besoin finalement pour pouvoir subvenir à ses besoins et avoir son rôle d'arbre dans son écosystème.
Est-ce que ça te parle un petit peu, cet Oui, exemple bien que sûr. tu m'avais Alors, donné? c'est vrai que, du coup, je pensais, moi, l'exemple de la permaculture, mais effectivement, je vais revenir Oui, sur la aussi. motivation profonde. Ouais. En tout cas, enfin, effectivement, ma vision peut-être poétique de l'entreprise, c'est que nous ne sommes pas des êtres isolés. Nous sommes des êtres qui avons enraciné et dans une histoire personnelle, familiale, dans un pays, et nous sommes tous liés les uns aux autres. Et je veux dire, là, du coup, l'enjeu, c'est que nous soyons, encore une fois, c'est mes mots à moi, mais dans une vitalité, donc connectés à notre ADN, c'est-à-dire à ce que nous sommes vraiment profondément, et que nous puissions trouver notre place. Voilà. Et ce qui est formidable, effectivement, avec les exemples de la permaculture, c'est de voir que notre place, c'est pas en étant en faisant des clones de nous-mêmes ou en embauchant que des gens qui nous ressemblent. Euh, Plus, en fait, un système vivant intégrant la diversité, il va être plus résilient aux difficultés. Parce que, en fait, avec des êtres vivants différents, effectivement, on n'a pas les mêmes réactions au stress, aux difficultés. Moi, je sais que je suis à l'aise dans le chaos. Voilà, c'est bon à savoir. Moi, dans le chaos, quand ça roule trop, je suis pas à l'aise. Voilà. Mais ça peut être une chance pour une entreprise. Vous voyez? Bon, bah, c'est là que ma connexion Internet est censée, du coup, complètement déconner. Mais à ce Là, moment-là, ça on prend le ira. relais. Ne t'inquiète pas, on prend le relais. Allez, on crée le Voilà. chaos alors pour Alexis. Alexis sera aux manettes. Voilà. Ça Donc, risque de chambouler. D'accord, je comprends cette notion de diversité, justement. Et la diversité fait l'unité, et on le voit bien dans la nature. Et pour revenir justement sur cette notion de performance, comme vous nous l'avez bien illustré, je reviens sur quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire terre à terre, mais là pour le coup on y est dans le terre à terre, Alexis. Et sur plutôt des outils, on va dire, qui nous permettent de mesurer la performance. Alexis, Aymeric, tu nous as parlé un petit peu, voilà, de ce qui est mené avec les enquêtes, etc. chez Colas Reg, mais j'aimerais bien entendre Carole justement sur cette manière de mesurer la performance. Est-ce que dans les accompagnements chez les clients de Team, on arrive justement à mesurer la performance de l'éco-transformabilité? Alors, Sonia, ça, c'est une question piège. Non, elle est hyper intéressante, cette question, et ça fait aussi écho à ce que vient d'expliquer Alexis, en fait, que la performance, elle est aussi très liée aux femmes et aux hommes, à leur diversité, à leur façon de travailler ensemble et à leur capacité à amener l'organisation où on veut. Donc, mesurer ça, c'est pas évident aujourd'hui de trouver des indicateurs génériques de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Oui, on peut mettre en place sur certaines actions, on va avoir des choses qui se passent, mais c'est un vrai sujet sur lequel nous, aujourd'hui, on est en train de travailler parce que pour mesurer ça, comme on parle d'écosystème, on parle d'impact plus global, on voit bien que ce n'est pas évident. Et donc, aujourd'hui, je ne saurais pas te donner un outil précis. Je peux te donner une somme d'outils qui va correspondre à ce qu'une entreprise veut aller chercher, à l'impact qu'elle va avoir. Aymeric a déjà cité des choses tout à l'heure, mais par contre, on le mesure sur des fonctionnements de collectif, cette performance, sur la façon même de mener les organisations, de les aider à se transformer. Pareil, Alexis parlait de diversité, tu vois, dans la façon dont les entreprises vont commencer à mener tous ces sujets-là, à mettre des gens de la diversité. Quand je parle de la diversité, je parle de l'inclusion, mais pas que. Ça peut être des niveaux hiérarchiques différents, des origines différentes, des cultures différentes. Et là, on peut mesurer le nombre de projets, d'entreprises qui sont menés de cette façon-là. Après, nous, la façon dont on mesure aussi les actions, c'est quand on a des équipes. Alors, c'est rigolo, Aymeric, puisqu'on a aidé certaines équipes de Colas où on a des gens chez Colas Route qui commencent à nous dire nous, on est les ingénieurs qui. Je fais des résumés, désolé, Aymeric, qui concevons les projets, etc. Si nous, en amont,
on ne commence pas à mettre des indicateurs dans nos suivis, dans nos fichiers, dans notre façon de voir les choses, il ne va rien se passer. Donc, tu vois, la mesure, elle se passe par des actions concrètes que chacun aussi, autour de lui, commence à prendre. Donc, je suis désolée, je n'ai pas une réponse hyper carrée à ta question. La seule ne sois pas désolée, c'est une réponse très complète. C'est un vrai sujet parce que, aussi pour qu'on arrive à convaincre progressivement les organisations de nous suivre dans ce courant-là, souvent ils te disent ok, mais c'est ce que tu disais, Émeric, tout à l'heure. Ok, mais je vais y gagner quoi ou je vais y perdre quoi? Parce que malgré tout. Nous, on a pris un raccourci. En fait, chez Colas Rail, les objectifs de nos dirigeants, ils sont séparés entre des indicateurs extra-financiers et des indicateurs financiers. Et on a créé un outil digital qui mesure la performance dans chacun de nos pays, dans chacune de nos agences, de 19 indicateurs RSE. Ça va de l'empreinte carbone avec une émission carbone à un taux d'émission, à un taux de femmes qui exercent un pouvoir de leadership au sein de notre entreprise. Et c'est sur la base d'une auto-évaluation par l'agence en question, mais qui après est corrélée par le niveau hiérarchique supérieur et qui doit être corrélée en plus par le président. Donc, du coup, c'est là où on challenge nos organisations, où on dit tu t'es mis 5 étoiles là sur 5, mais pour autant, regarde ton petit collègue là dans notre pays, il a fait ça a augmenté d'autant plus la performance. Donc, je pense que tu devrais plutôt te situer à un niveau plus 4 et t'inspirer des actions du collègue pour arriver à développer encore plus cet indicateur-là. Donc, nous, en tout cas, chez Colas Rail, sur la base des outils Microsoft, on a réussi à créer ce qu'on appelle un Cockpit Act qui gère 19 indicateurs RSE. Donc, c'est tout nouveau. Ça vient d'être mis en place cette année. Voilà, c'est un premier, même si c'est de l'autodéclaration, de l'auto-évaluation, c'est un premier mode de gouvernance RSE. Ouais, voilà, positionner des… Oui, Alexis. Je voulais vous dire que dans la nature, il existe, et les biologistes connaissent très bien ça, des bioindicateurs. C'est-à-dire qu'il y a des plantes ou des animaux qui vont se développer quand, justement, l'écosystème est déséquilibré. Voilà, par exemple, un miel très aqueux, tout d'un coup, il y a la mousse va prospérer, par exemple. Voilà. Donc, voilà, j'ai un petit exemple pour dire, finalement, aussi, c'est… Nous aussi, nous sommes des écosystèmes, en fait. Voilà, nos entreprises sont des écosystèmes. Il y a des marqueurs, c'est ce que tu dis. Et donc, il y a des marqueurs. Ouais. Et Sonia, peut-être moi, juste pour compléter, et d'ailleurs, je serais ravie de vous y convier. En fait, là, chez Team, on est en train de monter ce qu'on a appelé l'Observatoire de l'éco-transformabilité. Donc, c'est tout nouveau. Le premier temps va avoir lieu en juillet. Et on a décidé de commencer par le pouvoir transformant de la raison d'être des entreprises, tout ce courant qui est en train de se faire. Mais on a aussi essayé de poser ça pour co-construire avec des acteurs qui sont sensibilisés à ça. Justement, comment on arrive à mesurer ça et d'avoir quelque chose d'un peu récurrent. Bon, voilà, on en est au tout début, mais c'est en train de bouger. Et bon, voilà. On sera ravis de suivre justement le déploiement et n'hésite pas à nous faire parvenir la date de rendez-vous pour le mois de juillet. Avec plaisir, parce que justement, je trouve que là, et c'est l'échange qu'on a, c'est cette différence de regard, de vue qui nous fait tous avancer et grandir dans le système où on est, dans le champ d'action qu'on a autour de nous, parce qu'il faut rester humble aussi sur ces sujets-là. Super, je vois les minutes défiler, donc il y a certaines questions que je vais un petit peu remodifier pour pouvoir vraiment rester dans le timing, j'y tiens. Et il y a certaines questions, là, on va parler un peu plus d'engagement sur cette dernière partie-là. Et on en a déjà un peu parlé, je me tourne vers Alexis justement et je vais lui demander comment on peut… tout ce qui tourne autour de l'éco-transformabilité, on vous entend bien. Vous êtes tous des personnes très engagées. On se dit que c'est une motivation, un engagement finalement personnel et ce côté peut-être très empathique qui nous permet d'agir au quotidien. Émeric nous parlait au démarrage des émotions, ce qui nous motive à être dans l'action finalement, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait nous épanouir. Et je pense que quand on est doté, d'une belle empathie, ça nous permet justement d'être acteurs de cette éco-transformabilité.
Mais certains peut-être ne le sont pas ou sont moins sensibles à ces questions-là. Comment on peut justement déclencher un engagement? Est-ce que ça existe dans la nature, Alexis, cette notion? Cette notion de quoi? Je pose des questions pièges à tout le monde. Oui, C'est là, je me vraiment sens... pas très cool aujourd'hui. Non, mais moi, dans émotion, il y a le motion, hein, c'est le mouvement. Et finalement, on revient à l'idée de moteur. Finalement, qu'est-ce qui motive un être vivant à... C'est effectivement, il y a quelque chose de très instinctif chez un loup qui, à l'âge de se reproduire, voilà, il va aller dans un site de rencontre. Il faut l'avoir inventé quand même. Ils ont inventé ça avant nous. Et puis un couple va se former, et ensuite toute l'écologie du loup va être autour d'avoir des petits loups et de les nourrir et de les élever. Donc trouver un lieu vraiment déterminé pour pouvoir avoir la tanière. En général, ils reprennent un trou créé par un blaireau. Voilà, je ne parlerai pas des blaireaux aujourd'hui, mais il y a des blaireaux. Et ensuite, il y a toute une science vraiment où la tanière, elle est pas trop loin d'un point d'eau, elle est d'un écosystème où on va avoir assez de quoi vivre et de quoi s'alimenter. Et ensuite, voilà, la famille va grandir avec une première génération de loups, une deuxième génération, et puis c'est une famille nombreuse avec la première génération de loups qui va aussi élever les petits, etc. Mais qu'est-ce qui motive tout ça? C'est la force de la vie, en fait. C'est la force. Qu'est-ce qui motive une abeille à suivre tout le processus? Voilà. Et quelque part, nous, êtres humains, des fois, notre raison, enfin, pour moi, l'éco-transformabilité, c'est aussi un enjeu de reconnexion de nous-mêmes à nous-mêmes et de nous-mêmes à la nature. Jean-Marie Pell disait que le grand enjeu du XXIe siècle, c'est de réintroduire l'homme dans la nature, réintroduire l'homme et la femme dans la nature. D'accord. Donc, finalement, pour moi, aller dans l'éco-transformabilité, c'est aussi peut-être passer par des moments difficiles, c'est-à-dire où on va peut-être effectivement perdre de l'argent, on va peut-être perdre du confort, perdre de la sécurité, mais se poser les bonnes questions pour pouvoir effectivement, et ça me permet de parler succinctement des principes du vivant, pour pouvoir revenir aux principes du vivant qui sont des principes de bon sens, en fait. Hein. Voilà. La vie perdure grâce aux rotations de matière. C'est-à-dire construire et développer nos entreprises avec les matières qu'on a autour de nous. Hein. Voilà, Alexis, je vais devoir te couper un petit peu. Là, je vais commencer à sortir les cartons. Voilà. Pas de souci, pardon. Et on voit ton engagement et même ta passion, même quand tu parles de ça, forcément, tu as une capacité de nous amener dans cette vie qui est extraordinaire. Donc, merci Alexis. Carole, est-ce que justement, tout à l'heure je disais, mais cet engagement, il vient finalement là de nous, du vivant, comme le dit Alexis, de nos émotions, comme pourrait le dire aussi Aymeric. Carole, est-ce que tu as des exemples justement où dans des entreprises que vous accompagnez avec Team, l'engagement n'est peut-être pas là et que c'est quelque chose de contraint finalement parce qu'on doit respecter un cadre légal, etc. et qui n'est pas fait avec les tripes. Et justement, quelle est cette différence entre un engagement par la contrainte et un engagement porté avec le cœur et dans les tripes par la direction et tous les salariés? Cette question, elle est effectivement très intéressante parce qu'effectivement, on a des exemples d'engagement contraint ou d'engagement volontaire. En fait, mais je ne sais pas si ça s'oppose. En fait, ce qui est hyper important, c'est la volonté sincère de changer qui est portée par l'entreprise et effectivement qui est portée par des décideurs et des sponsors. Je vais être plus claire. Il n'y a pas très longtemps, je ne peux pas citer ce client, mais on a accompagné un client qui finalement se retrouvait face à une situation très complexe sur sa pérennité liée à l'arrivée, vous savez, des natifs digitaux qui arrivent sur le marché et qui viennent un peu percuter sous ce monde de l'entreprise. Là, finalement, le changement, il devient vital et du coup, c'est là où
Alexis, ça a fait écho quand tu parlais de force de la vie. Il n'était pas voulu, il n'était pas souhaité, mais il faut qu'on change. On ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut qu'on bouge avec notre écosystème. Et donc, après, ça devient quelque chose de profond et sincère, puisqu'on veut faire les choses bien et correctement. Tu vois, et parfois même le changement, quand tu n'es pas face au mur, il est compliqué. Parce que des fois, quand tout va bien, tu te dis, pourquoi je changerais? À part si on est comme Alexis et qu'on est à l'aise dans le chaos. À part si on est des gens passionnés. Et c'est sûr que une entreprise où j'ai un sponsoring fort, où ça se vit dans l'entreprise, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement des paroles, mais ça se ressent dans les actes, comme l'évoquait Émeric, par des choses très concrètes, on va embarquer beaucoup plus vite. Et on en parlait un petit peu en amont, mais il suffit qu'on arrive à faire bouger un petit bout, puis par capillarité, on va faire bouger beaucoup. Et c'est ça qui est hyper aussi important dans l'entreprise, parce que dans toute organisation, aujourd'hui, nous, on le voit, on a des gens engagés et qui ont envie de faire bouger les choses. Par contre, je pense que notre job, c'est de les obliger à se questionner sur l'impact de ce qu'ils sont en train de faire. Et plus on le fera, plus les gens vont y aller. Tu vois, c'est le côté prendre conscience de où je peux agir à mon niveau, quoi. Ouais, je comprends, et d'où l'importance de trouver les personnes justement relais, les ambassadeurs qui portent ça, on va dire, pour de vrai. Et j'en ai repéré un chez Colas Rail qui s'appelle Émeric et qui porte l'engagement des pieds à la tête et jusqu'au bout des doigts et des orteils. Et comment justement chez Colas tu arrives, Émeric, à faire ruisseler tout ça, parce que tu me dis en fait, je suis pas seul. En fait, moi, je fais rien chez Colas. Moi, j'ai juste, dans un premier temps, j'ai cherché à débusquer les enracinés. Et donc, à trouver les valeurs de chaque enraciné et me servir de ces valeurs-là pour que chacun aille prodiguer la bonne parole sur leur thématique de prédilection et ce qu'ils aiment plus que tout. Et c'est là où on a engendré de l'engagement. Après, j'ai aussi utilisé pas mal le digital avec mes collègues en charge de l'environnement, mes collègues en charge des achats responsables, on a créé un jeu vidéo pour sauver la planète qui a récemment été primé juste derrière la fresque du climat. Donc ça nous a beaucoup aidé, puisque à travers le monde, on a joué ensemble à sauver la planète. Et ça nous a permis de ruisseler. Et maintenant, on s'attaque à d'autres filières que notre filière ferroviaire. Et ce matin, on a eu un témoignage d'une société de laboratoire et de santé qui nous cite comme leader inspirant et qui a lancé un catalogue vert avec des produits verts, des engagements RSE sur la base de ce que nous-mêmes, on leur avait dit qu'il fallait faire. Donc, c'est ça qui est génial. Ouais. Et ça part finalement de ce que vous vibrez vous-même et ce que vous dégagez autour de vous. Donc, bravo. Et Sonia, excuse-moi, un dernier petit point. Moi, je trouve que ce qui est super important, c'est de faire vivre l'expérience aux gens. Parce que d'eux-mêmes, ils vont se rendre compte de l'apport que ça a. Je dis ça parce que nous, ça révolutionne profondément notre métier. Il y en a quand il va faire des consultants qui arrivent avec des slides qui leur disent on s'en fout de ça. En fait, c'est vivez l'expérience et vous allez voir l'impact que ça a. Et du coup, tu vas pouvoir le porter et en parler autour. C'est cette étincelle-là, mais c'est ce qui est en train d'expliquer Émeric et dans ce qu'ils font, quoi. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Super. On a bien grappillé le temps sur la fin du webinaire, donc je vais vous poser une dernière question et on laissera ensuite la parole aux participants pour vous poser des questions en direct. Je vais vous demander justement pour vous, Carole, Émeric, Alexis, quel est selon vous l'engrais le plus efficace pour réussir la transformation durable des entreprises? Et excusez-moi, là je vois que j'ai utilisé le terme transformation durable alors que Carole nous expliquait dès le démarrage que l'éco-transformabilité, c'est encore autre chose. Donc, si vous aviez un engrais, un petit produit magique qui permettrait de rendre cette éco-transformabilité efficace dans les entreprises, qu'est-ce que ce serait? Moi, je vais commencer si vous voulez bien. Allez. Moi, je dirais, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé, c'est l'humain et ses richesses. C'est son intelligence émotionnelle et situationnelle. Je pense qu'une fois qu'on a capté ça, ça part, quoi. Le reste, c'est des moyens, c'est des outils, c'est des choses à mettre en œuvre. Mais pour moi, l'engrais le plus efficace, il est là. Mais après, il y en a d'autres. Mais si on peut choisir un, je reste là-dessus.
Merci, Carole. Alors, le plus difficile, c'est pour celui qui va répondre en dernier. Parce Ah que oui, c'est pour ça que j'ai pas utilisé l'engrais de... Alors, Alexis, je te laisse, Alexis, le deuxième et je me chargerai du troisième. Ok. C'est vrai? Ok. Allez. Alors, moi, je ne sais pas si c'est un engrais, mais en tout cas, c'est un déclencheur. Moi, je dirais ne pas avoir peur de l'hiver. Parce que beaucoup d'enracinement, beaucoup de choses déterminantes dans l'éclosion des projets, en tout cas dans la nature, et je l'ai aussi vérifié dans la vie, se font grâce à l'hiver et grâce au moment où on est dépouillé. Voilà. Et je prends un exemple, le gland du chêne se développe après un choc thermique. Si vous mettez un gland du chêne comme ça, si vous ne le mettez pas dans le froid, il n'y a jamais un chêne qui poussera. D'accord. Donc, mieux vaut vivre dans des pays à climat tempéré. C'est un exemple qui marche pour chez nous, effectivement. Merci, Alexis. Si vous préférez passer par l'estomac d'un oiseau, ce sera pour un autre pays. Mais moi, comme j'enseigne la permaculture, je vous dirais le piment. Le piment, parce qu'il faut savamment doser. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est fort? Il faut innover. Donc, faut vraiment un peu de piment pour aller sur de la transformation durable. De temps en temps, ça fait mal, mais il faut y aller quand même. Donc, voilà, pour moi, le piment. D'accord. Et ça donne soif, donc ça nous permet d'aller chercher On va de l'eau traquer. et les matières premières nécessaires. Super, merci beaucoup pour ces trois engrais. Et j'espère que si je mets ça dans mon chaudron, ça fonctionnera bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ça a été un des échanges, j'ai l'impression, qui ont duré 30 secondes et demie, tellement que c'était passionnant et j'aimerais que ça dure encore un temps supplémentaire, mais on va devoir s'arrêter là et je vais proposer à nos participants je vous remercie. Et je vais proposer à nos participants de rédiger des questions dans le chat pour pouvoir y répondre en direct. J'en ai vu déjà une passer, donc je vais vous la retransmettre. N'hésitez pas, chers participants, à rédiger vos questions dans le chat. Et donc, Carole, Aymeric et Alexis vous répondront avec plaisir. Si vous avez des questions, allez-y. Je vois que Léo est en train de rédiger quelque chose et on a José Goncalves, qui nous a écrit ma question est comment accélérer un processus fort nécessaire. Si José pourrait peut-être un petit peu détailler la question, ça serait peut-être un peu plus simple à y répondre. Moi, je avant qu'Alexis veut se lancer quand même. Moi, je veux bien me lancer. Moi, je dirais comment accélérer le processus. C'est un peu un résumé de tout ce qu'on a dit ensemble. Oui. Mais c'est s'appuyer sur les gens. Il y a plein de gens qui ont envie de changer, qui sont prêts, en fait. Et on a l'impression qu'on se regarde tous en chien de faïence en disant quel est le premier qui va commencer. Voilà. Il faut commencer. Il faut commencer peut-être par un petit bout, voilà. Ce que j'entends, ce que je comprends aussi dans la question qui était posée, c'est que l'écologie humaine, ça date pas d'aujourd'hui. Depuis le début des années 70, on en parle. Et effectivement, là, on a l'impression que ça s'accélère. J'ai l'impression que la question, c'est aussi comment on accélère ça encore plus vite. Mais c'est ce que tu disais, Alexis ou Aymeric. C'est plus on va semer effectivement ces graines un peu partout, plus on va y arriver. Et après, moi, je rejoins ce que tu disais, Alexis, tout au départ. Je pense qu'on a aussi un contexte qu'on est en train de vivre qui accélère beaucoup de choses. Et moi, je le vois par rapport aux demandes de nos clients. Aymeric, tu parlais d'émotion. Enfin, le nombre de clients qui nous demandent de former leur leader et le manager à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle, à leur impact positif, me font dire que tout ça, c'est des choses qui sont en train de bouger et de se déclencher. Mais c'est vrai que c'est long quand on dit tout. Le terrain est plutôt fertile actuellement. Et est-ce que vous pensez que voilà les différents chaos, les crises qu'on a connues est à l'origine justement de ce terreau fertile? Vous pensez vraiment que c'est ça qui a
permis justement de déclencher, on va dire, ces Moi, process? je dirais qu'a permis de l'accélérer. Je pense qu'il y avait déjà des choses qui se passaient, qui étaient en train. Et d'ailleurs, on le voit dans les organisations qui étaient plus ou moins matures, ça a été plus ou moins vite. Mais ça a permis de l'accélérer parce qu'aussi, vous avez des femmes et des hommes qui aujourd'hui on revendique aussi un certain nombre de choses, ont envie des choses, attendent des choses de leur entreprise. Là où avant, on n'aurait pas osé dire ce qui a du sens pour moi. C'est aussi tout cet impact-là. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui le disent, qui l'expriment et qui choisissent aussi leur entreprise par rapport à ça. Donc, c'est aussi le nerf de la guerre. On parle de performance, mais les plus jeunes générations, alors désolé de faire ce lien-là, mais aujourd'hui, en entretien de recrutement, pour le vivre, moi, à titre de chef d'entreprise, c'est hyper important pour eux. Et donc, c'est chouette parce que ça oblige à bouger les lignes aussi. Et moi j'ai une grande chance chez Colas Rail, c'est que j'ai pas mal de patrons qui ont des enfants qui approchent la vingtaine et du coup, ils ont envie de faire plaisir à leurs enfants parce que leurs enfants n'arrêtent pas de les surveiller. Il faut que tu sois exemplaire, papa. Et du coup, aujourd'hui, mon président, sans arrêt, mais je crois que c'est toutes les semaines, il me dit, Aymeric, je veux être l'entreprise de référence sur la RSE. Je veux sur le carbone, je veux sur la diversité, sur l'inclusion, je veux sur l'éthique. Et sans arrêt, il a ce souhait, et ce qui est génial pour nous tous, ces services supports, d'amener son entreprise vers l'entreprise de référence en termes de RSE. Et je pense que du coup, effectivement, ça ruisselle, parce que nous, on est fiers que notre chef ait ces valeurs-là, et du coup, on essaye de collaborer avec beaucoup d'engagement pour la réussite. Et pour le moment, ça nous réussit. Ouais, super. Et ça part de la direction quand même et de l'engagement qu'il y a dans la direction. Et d'ailleurs, j'ai une question qui vient de tomber par Léo Pérez qui nous demande comment cibler des ambassadeurs. Justement, on en parlait un petit peu dans les échanges, cibler des relais, des ambassadeurs finalement pour qu'il y ait un engouement autour de ces questions-là. Et comment bien cibler les ambassadeurs dans un groupe afin de permettre à certains sujets de voir le jour, juste. Est-ce que vous avez des techniques, peut-être Aymeric, Alexis, Carole, Alexis, vas-y. C'est chouette, tout le monde se propose pour répondre. Moi, je vous proposerais la technique du chat, qui tous les jours fait le tour de son territoire et va rencontrer les êtres vivants de son territoire. Donc moi, je pense que ça passe par le terrain, en fait. Ça passe par être en contact avec les gens et voilà, et sans cesse être au contact. Et peut-être, moi, pour compléter un peu ce que tu dis, Alexis, pour être au contact d'eux, en fait, il ne faut surtout pas désigner des gens. En fait, il faut des espaces où les gens puissent se révéler et exprimer que c'est quelque chose qui les anime. Et parce que si tu te dis, parce que telle personne, elle bosse à la RSE, alors je vais mettre elle. Non, en fait, c'est le sujet de tout le monde à tous les endroits. Et il ne faut pas sous-estimer la force du collectif et des gens. Il faut juste qu'ils aient l'espace pour pouvoir se révéler. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet des organisations. On cherche les volontaires. Merci Carole, merci Alexis, c'est exactement ce que nous vivons. Il faut chercher des volontaires, que les volontaires se désignent. Donc, il faut faire le tour pour montrer le sujet et pour faire un appel à la candidature, en fait, et ne prendre que des volontaires, parce que sinon, ça ne sert à rien. Dès qu'il y aura des difficultés, les gens qui ne sont pas volontaires, mais ils n'arriveront pas à passer. Ils ne sont pas Alexis, ils ne sont pas adeptes du chaos, globalement. Donc, c'est vraiment sur la base du volontariat. Ouais, je suis d'accord. 100% d'accord. 100%. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Léo Pérez qui nous a renvoyé des questions, mais on va devoir s'arrêter là. Le timing ne nous permet pas de répondre à toutes les questions. Par contre, je vous invite à poser vos questions en direct à nos intervenants, Carole, Aymeric et Alexis, via LinkedIn. Ils sont ouverts. Je connais bien Léo qui pose les questions. Il n'y a pas de souci. Il connaît à la fois mon profil. N'hésitez pas à les contacter en direct via LinkedIn. Je pourrais lui donner les coordonnées d'Alexis et de Carole. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Super. Je vais vous dire 2 mots sur nos prochains rendez-vous de l'annuaire QVT parce qu'on a pas mal de prochains webinaires aussi inscrits. Donc, si vous voulez, je vous laisse ça. On a un prochain webinaire sur l'apprenance, l'entreprise apprenante. Et puis, on a aussi une thématique sur la parentalité qui arrive. Et je vous mets dans le chat tout de suite les liens d'inscription.
Voilà, un autre webinaire sur la parentalité le 27 juin. Derrière, j'ai des ateliers de la qualité de vie au travail. Là, on est sur du présentiel à Lyon le 23 juin, sur la QVT par où commencer. Un autre atelier sur le Grenoble, rester collectif en mode hybride. Et donc, je vous remercie. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via LinkedIn. On est très réactifs. Merci à tout le monde. Merci à vous, Carole, Alexis et Emeric. Ce fut un webinaire très plaisant à animer. Je vous remercie pour votre présence. Et le replay sera disponible dès ce soir. Merci à tous. Merci. Et merci à tous les participants d'avoir été là avec nous. Si besoin. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.